Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Et aujourd'hui, j'accueille Imani, illustratrice et autrice. Bonjour Imani, Bonjour Stella, ça va? ça va bien, merci et toi? Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Ouais, alors moi c'est Imani, connue sous le pseudo LK Imani. Je suis, comme tu l'as très bien dit, autrice et illustratrice. Et je travaille sur tout un tas de médias différents, de la BD, que ce soit du webtoon ou du format papier. Je travaille aussi sur du format roman et du format série. En audiovisuel, donc c'est-à-dire en live motion. Pour l'instant, il n'y a encore rien de officiellement sorti de mes projets uniquement personnels, mais j'ai déjà pu travailler pour quelques projets et tout qui sont sortis. Je pense qu'on en parlera plus tard. Et voilà, et je pense que c'est à peu près tout. D'accord. Si tu veux. Et d'où vient le pseudo? Pourquoi LK avant ton Ouais, alors LK, prénom? en fait, ça vient de mon nom de famille. En fait, sauf que je voulais garder une certaine forme d'anonymat parce que en France, en fait, on est la seule famille à avoir ce nom de famille. Et Ah oui? au vu des sujets, ouais, au vu des sujets que je traite, et notamment, voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais avec la France grise et tout, c'est vrai que moi, je voulais garder une forme d'anonymat et de ne pas être reconnaissable. Déjà, que ce soit par certains membres de ma famille ou que ce soit par d'autres gens en fait qui pourraient trouver Ton nom qui je suis, facilement. parce que voilà mon nom facilement, puisque du coup j'ai déjà eu et tout pas mal de soucis sur Instagram et YouTube, donc Ah, voilà. d'accord. Mais c'est bien parce que j'avais prévu le coup, j'avais déjà le pseudo. Et Ok. voilà. Et où est-ce que tu as grandi Et alors, moi j'ai grandi à Grenoble. Je suis née et j'ai grandi à Grenoble. J'y ai passé les 20 premières années de ma vie. hein? Donc c'est quand même beaucoup. Oui, Et voilà. Je suis d'accord. désolée, j'arrête pas de dire eux, c'est C'est horrible. pas grave. Euh, du coup, tu as fait des études particulières pour être amenée à devenir autrice ou illustratrice, ou c'était quelque chose que tu faisais à côté Alors, pas du tout. En fait, j'ai un parcours un petit peu atypique, je dirais. En fait, à la base, j'ai étudié et j'ai travaillé en tant qu'architecte paysagiste. Donc, en tout, ça a duré 9 ans de ma vie. Et pendant ces 9 ans, en fait, j'ai pas écrit et j'ai pas dessiné pour moi. Donc, en fait, c'est tout récent le fait d'être autrice et illustratrice. Ça date de 2020, en fait. Ah oui, pendant le confinement, c'est ça? C'était un tout petit peu, ouais, c'était un tout petit peu. En fait, si tu veux, l'idée, elle a germé fin 2019 dans ma tête. Je venais de finir un contrat et tout en tant qu'architecte paysagiste. Et la fin du contrat, ça s'est pas très très bien passé, voilà, pour des questions raciales. Et en fait, finalement, en fait, j'étais un peu énervée, un peu contre tout, contre la société, tout ça, machin. Et c'est là où j'ai eu l'idée de la France grise. Et je me suis dit, bon, ben, je tente et tout, d'écrire, de dessiner, de reprendre tout ça pour moi au début. Et je comptais faire une pause dans ma carrière et réessayer de lancer ça, mais pas forcément dans l'objectif que ça devienne 100% pérenne dès le début. Mmh. Et finalement, voilà, on va arriver en 2023 et j'ai toujours pas repris de contrat d'architecte paysagiste, donc je Donc, pense je qu'on est pense que bien c'est bon signe. parti. Oui. Je pense qu'on est bien parti pour Là, que tu voilà, ça serais, devienne mon nouveau métier. Voilà. parce que sinon, tu serais retournée dans l'architecture, tu n'aurais pas essayé de faire autre chose. Ouais, je pense que je serais retournée, mais en fait, moi, je comptais retourner, mais pas en France. En tout cas, plus en France, parce que Ok. j'ai déjà travaillé à l'étranger, en Suisse et aux Pays-Bas. Et du coup, j'attendais juste que mon conjoint ait fini ses études. Et ensuite, on aurait fait un plan
un ok. plan pour partir, tu vois. Voilà, mais finalement, ça s'est pas passé comme ça. Ok. Voilà, entre le Covid Ouais, et puis j'imagine. le master, le fait que ça marche aussi, voilà. Et du coup, à côté de l'illustration, l'écriture, est-ce que tu as d'autres activités que tu aimes bien ou... Oui, alors ben, dans les activités que j'aime bien faire, alors on parle d'activités de hobby, pas de trucs professionnels. Ah oui, plutôt, oui. Ouais, alors ben, moi je randonne beaucoup, j'aime beaucoup être dans la nature. Ça c'est un des trucs genre c'est hyper important pour moi. Sinon je joue beaucoup aux jeux vidéo et, et le troisième truc c'est que j'adore danser. Donc voilà, c'est un Ah, peu mes trop bien. trois. Ça n'a rien à voir les uns Ouais, avec c'est les assez autres, mais éclectique. Ouais, c'est sympa. c'est ça. Je suis une personne très éclectique. Je pense que c'est le bon mot pour me décrire. Tu fais quel type de danse? Je fais pas mal de danse africaine avec de la zone po, tout ça, du dancehall aussi, et puis voilà, un petit peu D'accord. un mix de tout. Mais c'est vraiment pour mon plaisir et pas du tout. Mais tu vas Pas pas du tout. devenir danse, tu veux. Non, je ne vais pas devenir danseuse. Non, c'est bon. Je pense qu'on a fait une fois avec autrice illustratrice. Je ne recommence pas avec un autre hobby. Du coup, pour en revenir à ton activité, alors j'ai un peu consulté ton portfolio. Sur quelle période il s'étend? Enfin, quand est-ce que tu as commencé à le mettre Alors, en forme? ce portfolio, c'est un portfolio un petit peu particulier puisque en fait, c'est un portfolio pour lequel, enfin, j'ai postulé pour en fait un studio de jeu, donc où ils font du jeu donc de plateau et du jeu vidéo. Et c'est pour un projet en particulier qui s'appelle Wagadu Chronicles. Et donc c'est un RPG d'Afro-Fantasy et qui Ah, a vocation en fait de devenir ensuite un jeu. Enfin, ils sont en train de travailler en parallèle sur le jeu vidéo qui sera un univers, un MMORPG d'Afro-Fantasy. Du coup, si tu veux, ce portfolio, il est un petit peu particulier puisque il n'y a pas tout mon travail dedans. mm, Et il y a mon travail en fait pour pouvoir postuler à ce studio-là. Donc les œuvres, ça s'étend majoritairement sur l'année passée, donc l'année 2022. Il y a quelques pièces plus anciennes de 2020 ou 2021, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est surtout du 2022 et voilà, c'est vraiment fait pour ce projet-là. Et dedans, il y a des projets que vous n'avez pas dû voir d'ailleurs sur Instagram non. et en fait qui font partie de certains projets personnels sur lesquels je travaille en ce moment. Voilà, j'espère que D'accord. ça répond à ta Oui, question. C'est une oui. très longue réponse. Non, mais c'est parfait. Du coup, tu as dit que tu devais postuler au studio, donc tu travailles pas encore sur En fait, non, le jeu vidéo? j'ai j'ai postulé, j'ai pas été retenue. En fait, ils cherchaient des illustrateurs 2D pour faire, je D'accord. sais pas si tu vois un petit peu des illustrations, je sais pas si tu as déjà vu des cartes Magic Je vois à peu près, ou des mais... livres de RPG, des livres de jeux de rôle. Ah, d'accord, ok. C'est une sorte de Tu vois ce manuel? genre d'illustration? Ouais, voilà, c'est ce genre de voilà, exactement, les illustrations qu'on trouve dans les manuels. Et du coup, en fait, ils ont reçu trop de demandes. Je pense que c'est pour ça que Ok. j'ai pas fait le cut. Et puis j'ai pas d'expérience encore pour l'instant dans ce type d'illustration-là Mm. particulièrement, mais c'est vrai que il y a pas mal de mes illustrations qui pourraient correspondre à cet univers-là. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai tenté le truc. Et certainement, je repostulerai parce que ce jeu, déjà, moi, ça m'intéresse d'y jouer. Alors, si jamais, ne serait-ce que faire une petite illustration dedans, Ah, ça va être gratifiant, ouais, c'est sûr. ça serait très gratifiant. Donc, ils ont d'autres projets locaux en- qui vont être mis en place. Ouais, alors donc là, ils sont en train de travailler, si tu veux, en parallèle, comme je te dis, sur un livre de jeux de rôle. Donc ça, les livres de jeux de rôle, c'est des livres qui sont à destination de gens qui se rassemblent, ou ça peut être sur Internet ou en physique, avec un maître du jeu. Et en fait, le livre, il est là pour créer une base, pour s'inventer des aventures. Donc chacun s'invente un personnage. Il y a un maître du jeu qui guide l'histoire. On lance des dés pour savoir telle action.
je sais pas, contre une salamandre géante. Voilà, le mage essaye de lancer une boule de feu. Bon, ben, ok, il réussit pas. La salamandre, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Donc c'est l'ancêtre du jeu vidéo, je dirais. Et donc, ils sont en train de travailler sur ce livre-là qui servirait d'accompagnement en attendant en fait que le jeu vidéo soit prêt, parce qu'un MMORPG, il faut savoir, c'est vraiment, on est sur des dizaines d'années. On est sur des dizaines d'années de construction et tout. Donc là, ils ont déjà commencé à bien avancer le projet, mais voilà, donc c'est pour pouvoir donner aux fans un petit peu un avant-goût de l'univers avant de réussir à faire en sorte à ce que le jeu vidéo puisse être lancé en ligne. Ok. Alors, si on suit les projets que tu as accomplis, il y a le livre illustré Musulmane du monde, Ouais. à la rencontre de femmes inspirantes de Élise Saint-Julien et illustré par toi. Est-ce que tu as aussi Oui. participé à l'écriture Non, pas du tout. J'ai pas du tout participé à l'écriture. C'était vraiment sur le volet illustration et on va dire un petit peu de mise en page, parce que c'est moi qui ai proposé le format et la manière dont est construit le livre, avec à chaque fois ce grand portrait et puis les plus petites illustrations qui accompagnent le texte pour parler un petit peu plus en détail de ces femmes. Ok. C'est quoi, du coup, la genèse de ce projet? Est-ce qu'on est venu à toi ou Alors, c'était pendant le deuxième confinement. Donc c'est Élise Saint-Julien qui est venue me contacter sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'était au tout début de Instagram, parce que du coup, mon Instagram, il a vraiment, enfin, j'ai dû le créer en 2019 ou quelque chose comme ça, mais j'ai commencé vraiment à poster dessus en 2020. D'accord. Donc ça faisait 6 mois que je postais dessus. Et j'ai fait cette illustration de Aïssa Maïga et de Adèle Anaël par rapport au César 2020. D'accord. Et ça a créé une espèce de mini buzz qui a donné de la visibilité sur mon compte. Et c'est suite à ça, en fait, que Élise m'a contactée avec son idée de projet. Elle avait déjà écrit pas mal de textes, choisi les femmes et tout, etc. Donc moi, j'ai pas du tout participé à cette... choix des portraits. Au choix, non, elle en avait un peu plus. Et il est arrivé qu'on discute pour qu'elle me demande qu'est-ce que je pensais de son choix, et s'il fallait qu'on enlève, lesquels j'enlèverais, qu'est-ce qu'on rajouterait, et tout, etc. Donc voilà, c'était plus comme ça, mais c'était vraiment très, très en surface comme prise de décision. Voilà. Et puis, on a commencé à travailler ensemble. Donc moi, j'ai lu les textes. Je trouvais le projet intéressant et j'avais pas vu ça en France. J'avais déjà vu à l'étranger quelques livres de ce type. Et ensuite, donc je lui ai proposé de lui faire une page test, de voir à quoi ça pourrait ressembler avec mon trait et qu'est-ce que moi j'aimerais mettre comme mise en page et tout. Donc déjà dès le début, dès la première planche test, il y avait le personnage et les petits éléments. Okay. Et c'est ça qu'on a envoyé aux maisons d'édition pour tous ces textes qu'elle avait et ces choix qu'elle avait faits. Et puis moi, cette fameuse planche test avec le personnage et tout, déjà la mise en page. Et voilà, et c'est Face Cachée qui a répondu positivement. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui, donc il y a eu une campagne d'envoi. C'était pas une maison d'édition ciblée. Okay. Non. Non, c'était vraiment une campagne d'envoi. C'est Élise qui se chargeait de cette partie d'ailleurs, puisque c'était son idée de projet, donc c'était normal que ce soit elle qui envoie les textes et tout, son travail. Et puis du coup, voilà, moi elle m'a annoncé que ça serait Face Cachée. On a eu une discussion et tout pour voir la partie, on va dire, plus administrative de la création du contrat. Qu'est-ce que ça comprendrait, combien il y aurait de pages en définitive, le format, etc. Est-ce que j'étais juste l'illustratrice ou est-ce que j'étais la co-autrice en termes de droit d'auteur, de statut, voilà. Okay. Voilà, de statut exactement. Parce que du coup, quand tu es illustrateur, tu peux avoir un statut ou l'autre, surtout pour les albums jeunesse. C'est pas obligé, surtout en France. C'est particulier en France, parce qu'à l'étranger, c'est différent.
Mais surtout, voilà, en France, tu peux vraiment avoir ces deux statuts, l'un comme l'autre. Ça dépend vraiment et des finances de la maison d'édition et du choix des gens, des gens concernés sur le projet. D'accord. Et quel débouché ça a eu du coup suite à ce projet? Ça a plu au grand public? Ouais, je pense que globalement, en tout cas, moi, les retours que j'ai eus, moi, il y a des retours, en tout cas sur l'illustration. Vraiment, j'ai eu des retours incroyables. Alors, j'ai eu deux types de retours. J'ai eu les retours que j'ai eus via les réseaux sociaux. Et il y a des gens vraiment genre qui m'ont envoyé des photos de leur enfant avec le livre dans les mains et qu'ils puissent se reconnaître en fait dans certaines femmes, tu vois, des petites filles, des petits garçons, genre avec des doubles pages, avec des personnages qui leur ressemblent et tout, etc. Il y a une journaliste pendant une interview qui m'a dit, moi je l'ai montré et tout je l'ai montré à ma coloc, donc qui est une femme noire, et elle a pleuré en voyant que tu avais dessiné les paumes des mains correctement sur Awa Abedi, parce que c'était la première fois de sa vie qu'elle voyait un personnage noir avec les paumes de main plus claires que la peau. Oui. Et c'était genre extraordinaire pour elle, tu vois. Et moi, j'étais en mode, waouh, ça, c'est quelque chose quand même. C'est là que tu vois le pouvoir de la représentation. Et puis après, j'ai eu des retours. J'ai eu beaucoup de retours de personnes musulmanes, notamment à l'exposition qui a eu lieu à Paris, avec les portraits, avec 15 portraits du livre. Et là, c'était vraiment, c'était très, très émouvant parce qu'il y avait des gens qui disaient, en fait, voilà, ça me redonne de la valeur en moi par rapport à ce qu'on peut entendre sur les médias, sur les personnes musulmanes. En fait, voilà, je me sens valorisée. Et s'il y a quelqu'un qui veut dire quoi que ce soit, je peux lui clouer le bec en montrant le livre. Ouais, c'est un système de défense. Enfin, tu te sens. Il y a un truc de reconnaissance et puis ouais, tu te sens moins seule. Voilà, c'est ça. Il y avait beaucoup ça. Et puis voilà. Après, c'est vrai que c'est un peu lourd quand les gens ils viennent et ils te racontent leur vie, ouais, l'islamophobie et le racisme qu'ils ont subi. C'est vrai que peut-être sur les réseaux, pas tout le monde, mais il y a des gens, les gens ont quand même un peu plus de retenue, en tout cas de mon expérience pour l'instant. Okay. Mais quand c'est en IRL, tu vois, les gens ils sont là et tu signes pour eux et pendant que tu signes, en fait, ils racontent quoi leur trip et ça c'est vraiment, à la fin de ce week-end de signature, j'étais vraiment j'étais moi-même fatiguée d'avoir absorbé toutes ces histoires, ce qui est compréhensible, tu vois, tu as envie de partager ça avec la personne qui a travaillé sur un projet qui te touche, tu vois. Mais c'est vrai que oui, je me dis en fait, si ça leur fait si ça fait tant d'effet aux gens, c'est qu'en fait il y a un cruel manque et que en fait c'est pas, je veux dire, pour moi c'est pas suffisant, tu vois. Oui, il en faut d'autres. Il en faut d'autres. Il nous faut plus de représentation sur les personnes asio-descendantes, sur les personnes afrodescendantes. Et de manière globale, en fait, sur toutes les personnes qui sont minorisées en France, on a un cruel manque de représentation, toutes catégories confondues. Oui, c'est clair. Tu me diras ce que toi t'en penses, mais moi, voilà, c'est comme ça que je le ressens. Oui, parce que moi, depuis le début de l'année, je fais un peu de veille littéraire où je présente les parutions francophones. Et la plupart des livres que je sélectionne avec des personnes minorisées, c'est des traductions, en fait. Donc, ça montre bien que il y a un réel problème et qu'on donne pas la chance aux personnes minorisées de s'exprimer. Donc oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu penses, je pense. J'ai pas mis dans le déroulé, mais du coup, je viens de penser, tu as aussi participé à la couverture du manifeste de Élodie Aude. Ouais. Alias la bouctillaise. La bouctillaise. La seule, l'unique. C'est ça. Non, c'était trop chouette. Du coup, c'est vrai qu'avec Élodie Aude, ça fait un petit moment et tout qu'on discute sur les réseaux sociaux.
Et on avait parlé, on a parlé de plein de trucs différents. Et j'étais super contente qu'elle me demande et tout de faire la couve pour elle, pour ce projet, parce que déjà, c'est un projet qui me tient à cœur. Enfin, déjà, juste dans le titre, quoi. Tout est dit. Ouais, je l'ai lu. Et puis oui, c'était vraiment un plaisir et tout de faire son portrait pour la couverture. Et franchement, ça s'est fait. C'est le genre de projet que j'adore. Ça s'est fait d'un seul coup, tout facilement. Vraiment, c'était super de travailler avec elle. Après, c'est ça, quand tu t'entends bien avec certaines personnes, c'est plus facile, de travailler. Fluide, ouais. Ouais, mais du coup, c'est vrai que ouais, c'était trop chouette. Et puis cette power pose et tout. Et ouais, franchement, c'était trop un bonbon de faire cette couve, pour elle. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, c'est rare en fait. Je crois que de l'année, j'avais pas encore vu j'avais pas encore lu de personnes de personnes noires en couverture. Je crois c'est le premier livre, enfin de cette année en tout cas. Et du coup, ça faisait plaisir. Ça faisait plaisir. Moi, j'étais trop Mm. contente. Puis même ce qu'il y a à l'intérieur, Ouais, les le écrits. contenu. Les écrits sont géniaux. C'est parce que ouais, elle me l'a fait lire quand même avant que je fasse la couve et tout. Et franchement, ça m'a vraiment. Enfin, j'étais là, toutes les phrases, je disais oui, 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 oui. Tout est bon. Tout est bon. T'as tout écrit, c'est bon. Tu pourrais écrire encore, mais franchement, je dis oui à tout ce que à tout ce que t'as mis. J'espère qu'il y aura d'autres projets qui vont Moi sortir. aussi. Bon, je Moi n'en aussi. doute pas, mais Moi non plus. Je lui fais confiance pour ça. bon, t'as eu des retours toi sur la couverture Ouais, franchement, les gens, ils ont kiffé. Après, c'est vrai que je travaille un style qui est assez réaliste, même s'il y a de l'interprétation et que c'est pas du réalisme, comment dire, comme comme les peintures, tu vois. Enfin, on n'est pas dans ce photoréalisme entre guillemets, mais il y a du réalisme et il y a un petit peu d'abstraction. C'est un peu mon style, on va dire. Et je sais que à chaque fois, ça fait beaucoup d'effets parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur les couvertures anglo-saxonnes. Oui. Je pense par exemple à la couverture des légendes Born, tu vois, par exemple. Ouais, c'est. Mais que ce style-là, on le voit absolument pas déjà dans l'illustration française. Non. En général, on l'a bien vu. Pardon, avec Sur cette couverture. la traduction. Oui, le changement de couverture. Voilà, typiquement, moi j'étais là, vous auriez pu faire appel à moi si vous vouliez une couverture, Oui. une couverture qui reprend l'essence mais qui soit pas un plagiat, on aurait pu s'arranger. C'est ça. Non, mais oui, il y a un truc vraiment sur. Enfin, moi je vois quand on a sorti cette couverture l'impact que ça a eu. Enfin, comme tu dis, toi c'était la première que tu voyais de l'année. Et moi, j'ai eu plein de retours super positifs. Déjà, le retour d'Elodie Aude, qui est quand même la personne concernée, qui était vraiment genre hyper émouvant. Et de se dire, c'est moi, quoi. Je suis là et tout, c'est moi. Dans les petits détails et tout. C'est vrai que c'est un style qui permet vraiment de mettre en valeur à la fois l'expression du visage, la personnalité du personnage, parce que tu exagères un petit peu les traits. Et aussi en même temps d'avoir un espèce de réalisme pour la couleur. Ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup et que j'ai beaucoup fait aussi pour Musulmanes du Monde. Ce réalisme dans la teinte de la couleur, en faisant vraiment attention, est-ce que la personne a la peau chaude ou a la peau plutôt froide? Ouais, les nuances. Les nuances de marron en fonction de, si je mets une peau noire sur un fond bleu, en fait, je ne vais pas avoir la même chose que si je mets cette peau sur un fond plutôt, tu vois, orange chaud, un peu comme ce que j'ai fait pour elle. Et puis, le travail de la coupe de cheveux aussi, et de tout ce qui fait partie, en fait, de la personnalité du personnage ou de la personne. Et ça, c'est vrai que ça marque à chaque fois. Je pense que c'est ça qui fait aujourd'hui que j'ai un petit peu de popularité. On ne va pas dire encore que je suis
ou très connu ou très populaire. On n'est pas encore là, mais je pense que la popularité de mon dessin, il vient de là, parce que ça crée quelque chose déjà qui est pas, c'est pas un style très connu en France. On a des styles très cartoon, je dirais, et qui permettent pas forcément de s'identifier. Et malheureusement, ben, c'est sur les couvertures, mais c'est aussi dans les dessins animés, c'est aussi, enfin, c'est partout, quoi. Ouais, bah, on en parlait d'ailleurs hier avec Déborah. Je lui avais demandé si elle s'était déjà sentie représentée en littérature et on n'arrivait pas du tout à trouver, étant petite, et on n'arrivait pas du tout à trouver d'œuvres qui représentaient des femmes afrodescendantes. Enfin, on n'a pas cité de nom, hein. Ouais, non, mais t'inquiète pas. Moi, je te crois à 1000% qu'il n'y en a pas parce que moi, j'ai pas eu de représentation petite. Déjà, enfin, comment dire? Ou même s'il existait, parce que du coup, moi, j'ai un phénotype un petit peu particulier, dans le sens que, en fait, avec mon foulard, tu comprends, mais je suis tellement mélangée, en fait, au niveau et tout de mes origines. D'accord. Ouais, que du coup, en fait, on va dire que j'ai plein de petits morceaux de culture très, très différents les uns des autres, tu vois, entre le continent africain et le continent européen. Donc déjà, moi, j'aurais été contente de juste voir un personnage qui a juste plusieurs cultures, peu importe les cultures, tu vois, mais ça n'est jamais arrivé. Dans toute ma vie, ni d'enfant, ni d'adolescente, il n'y avait pas. Ou alors, disons, ok, un personnage qui est musulman. Bah non, pareil, il n'y avait pas. Non. Ou, tu vois, c'est pas... Et du coup, je me suis construite. Pourtant, moi, j'étais une très, très grosse lectrice. Ouais, genre, j'ai dû lire tous les livres de la bibliothèque. Enfin, vraiment, et j'étais là quand j'avais fini, j'étais en mode, bon, c'est quand que vous recommandez des trucs? Et à chaque fois, tu vois, genre dans l'attente que, est-ce qu'il va y avoir un personnage? Au moins qui a juste, j'en sais rien moi, un petit peu d'origine africaine. Ou alors qui a, genre, juste deux cultures. Pas plus, parce que, voilà, Faut j'en pas ai trop en plus que demander. deux. Mais juste deux, s'il vous plaît. Genre, juste deux. Et en fait, bah, c'est pas satisfaisant, tu vois. Ça a jamais été satisfait et je me suis toujours et le truc c'est que en fait au bout d'un moment bah du coup tu te désintéresses parce que moi des trucs de fantasy avec une meuf blanche avec des cheveux bruns, enfin j'en lis un, j'en lis deux, j'en lis 10 et après c'est la bon même quoi, chose. ça y est. On a compris. J'en ai ma claque. Vos univers c'est toujours les mêmes. Oh, bah, c'est ça. Vos histoires c'est toujours les mêmes, elles finissent toujours dans le même triangle amoureux. Et en fait, stop, quoi. Enfin, ça y est, quoi. J'ai assez donné. Puis les livres, ça coûte cher. Alors, pour avoir 5 fois la même histoire, mais juste avec 3 détails différents dans la dystopie, c'est bon, quoi. Ça va bien 5 minutes. Non, bah voilà. D'ailleurs, en parlant de dystopie, tu as écrit sur Wattpad France Grise. Ouais, la France grise. Alors, j'ai regardé quelques vidéos YouTube. Donc, en fait, tu l'as écrit depuis 2020, 2021. Ouais, c'est ça. C'était pour un concours, c'est ça? Ouais, c'était pour un concours qui s'appelle Nos Futurs. Donc, moi, je m'étais dit trop bien. En fait, parce qu'à la base, si tu veux, la première idée que j'ai eue, c'était en fait, c'était pas la France grise, ce que tu as lu sur Wattpad. C'était en fait la partie en fait qui vient après que j'ai un petit peu publié sur Webtoon. D'accord. Avec en fait en format BD. C'était pas à l'époque, hein, c'était pas du tout, j'avais pas du tout l'idée de Webtoon, mais c'était un format BD et c'était l'histoire de ces deux ados, un qui a vécu dans une France complètement dystopique, universaliste jusqu'au bout du bout. Et l'autre ado, en fait, qui connaît pas cette France, mais dont il est originaire, et en fait, qui revient en France et qui découvre qu'est-ce que c'est que cette France grise et le point de vue des deux personnages qui se croisent. Donc ça, c'était l'idée de base. Je crois que je le raconte un petit peu sur YouTube. Et puis ensuite est arrivé ce concours. Et je me suis dit, mais trop bien et tout, genre nos futurs, c'est vraiment genre... Enfin, en gros, j'étais vraiment dans la cible dans ma tête.
Mais en fait, il faut croire que non. Il faut croire que quand j'ai vu ensuite ce qui a été sélectionné, je me suis dit, ah oui, moi, c'était beaucoup trop politique. C'était vraiment de la dystopie. Ben, après, en même temps, ça, c'est un problème très français, mais la dystopie, c'est quand même quelque chose qui est là. C'est quand même des œuvres qui sont là pour choquer politiquement leurs lecteurs et pour faire réfléchir. Ouais. Interpeller, exactement. Donc, mais après, naïve que j'étais, que de me dire, oui, je vais faire un cast de personnages racisés dans une dystopie politique et ça va marcher. Comment tu as cru en ton projet, s'ils n'ont pas cru en toi? C'est quelle maison d'édition qui a organisé ce concours? C'est Hachette, je crois, qui organise notre écriture. Ouais. Et puis, et après, en fait, si tu veux, j'ai mis ce manuscrit un peu dans un tiroir après ça. Et ensuite, le projet a quand même continué dans ma tête puisque, en fait, je l'ai proposé dans une résidence d'écriture de scénario. Et j'ai été sélectionnée et tout pour participer à la résidence. Et en fait, si tu veux, j'ai utilisé l'univers pour créer. Donc, c'est pas les mêmes personnages que dans ce que tu as lu sur Wattpad. Ah, ok. C'est un personnage qui vit en fait toute la transformation de la France, en fait, de la France de A à Z. Donc, jusqu'à devenir la France grise. Et épisode par épisode, en fait, tu as les décrets qui tombent et tu vois la transformation vraiment sur ce personnage-là. Et ça, tu vois, j'ai pu le présenter devant. Il y avait un jury, donc à la fin de la résidence, avec des gens de chez Canal+, de chez Arte, de chez France. Ouais. D'accord. Et ça a plu de ouf. Ah, voilà. Donc, après, personne ne se mouille encore parce que du coup, comme je suis, entre guillemets, inconnue, ils m'ont tous dit, c'est génial, ça va être le prochain La Servante écarlate. Mais c'est sûr que ça va faire un carton, mais il faut d'abord que tu deviennes connue avec le roman. Ouais, il faut d'abord que tu deviennes connue avec le roman ou alors avec la BD, pour qu'ensuite quelqu'un il se dise, ok, on investit les millions qu'il faut pour faire pour détruire. C'est leur budget, les millions. Oui, voilà. Et pourquoi ils n'investiraient pas moins du coup pour amortir les chocs et quand même te faire connaître, quoi? Écoute, c'est un grand mystère. Parce que franchement, il faut se mouiller, quoi, tu vois, et faut se mouiller sur un sujet pour pouvoir défendre le projet. C'est ça, et donc, en fait, je pense que dans leur tête, c'est qu'il faut un argument de, ok, son truc, il fonctionne déjà super bien en roman, il y a déjà un lectorat de ouf, donc c'est sûr qu'on va retomber sur nos pattes en termes de finances. Un peu comme ce qui se passe, tu vois, je sais pas si tu vois, là, il y a le Visiteur du futur qui est en ce moment en salle. Non, j'ai pas vu. En gros, c'est juste pour t'expliquer vite fait le projet, c'est un projet qui a commencé sur YouTube en série, en web série. Donc c'est du post-apocalyptique français. D'accord. Ils ont fait une BD, ils ont fait plein de trucs et tout. Et là, maintenant, ça sort au cinéma. Ok. Mais voilà. C'était des gens connus qui ont. C'était des gens pas connus. Non. Et pourquoi ils te disent ça, toi? Je sais pas. Moi, mais ça, c'était pas encore, tu vois. Quand moi je l'ai fait, quand moi je les ai, c'était en 2022. 2021, je sais plus l'un ou l'autre, mais je n'étais pas encore au courant. C'est là maintenant que je vois qu'il y a ce film qui sort et qu'il y a un peu pas mal de gens autour là qui m'en ont parlé, qui m'ont expliqué comment en fait ils sont arrivés à aller jusqu'au cinéma, tu vois. Et je me dis, en fait, c'est ça qu'ils attendent de moi, en fait, c'est que je crée mon truc dans mon coin, que ça marche. Et après, on mettra la thune. On mettra la thune pour détruire toute une ville. D'effets spéciaux. Non, mais ça, c'est quelque chose avec la France grise qui arrive souvent, en tout cas avec des gens du milieu avec qui j'en discute. Il y a toujours ce truc de c'est génial, genre les gens, je vois leur visage quand je raconte et tout, l'histoire, le synopsis, le pitch. Surtout si c'est moi qui raconte de vive voix et c'est pas forcément eux qui lisent dans leur coin d'abord. Je vois leur tête, tu vois, et l'envie et le truc de les pupilles qui s'ouvrent et qui se disent ah oui et tout machin, l'excitation. Mais dès qu'après il faut, tu vois, genre investir ou il faut m'aider à trouver un éditeur ou quelque chose comme ça.
Il n'y a plus personne. D'un coup, il n'y a plus personne. Alors, je sais pas. Toi, tu me diras ce que toi, t'en as pensé en tant que lectrice. Je suis désolée, Céleste, ça a coupé. Ouais. Je disais que j'avais un peu du mal à me dire que c'était une dystopie, puisque pour moi, ça avait lieu dans le monde actuel. Enfin, je voyais pas ça comme... Après, c'est peut-être mon regard de femme noire, voilà. Mais peut-être que si c'est quelqu'un d'autre qui le lit, il va peut-être voir ça comme une dystopie. Ça dépend, je pense, du prisme dans lequel tu lis le récit. Et, ouais, j'ai trouvé ça assez entraînant. Puis tu suis pas mal de personnages et leur histoire et enfin comment ils arrivent à gérer la menace qui pèse sur l'institution dans laquelle ils travaillent. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Puis tu décris pas mal de villes de France. Et je trouve ça assez riche en termes de patrimoine aussi. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent dans les dystopies, parce que tu vois souvent des personnages qui traversent des continents différents, pas forcément dans le monde réel, mais une dystopie française, ça j'ai jamais lu. Hein. Ouais. Donc, on va essayer de faire en sorte à ce que ça fonctionne. Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que je pousse encore plus là dans la réécriture que j'ai amorcé cet été. Du coup, notamment le personnage de Mallory, qui est cette policière qui est racisée, mais qui travaille pour le gouvernement universaliste. Du coup, je travaille en ce moment à lui donner plus de place, plus de corps, parce que c'était vraiment un des personnages qui m'a le plus plu d'écrire pendant le premier jet. Et c'est vrai que c'était hyper important pour moi de travailler sur toutes ces villes. Moi, j'en peux plus de Paris dans les romans. Je suis désolée. Désolée pour tous les Parisiens. Hein. Ouais, je suis Paris. Enfin, je vis pas à Paris actuellement, mais j'ai grandi 23 ans de ma vie à Paris. Ouais. Mais t'inquiète, je comprends. Mais voilà, je pense que puis en tout cas, ça fait partie aussi de l'univers, tu vois, de voir que déjà, même si c'est très actuel, comme tu dis, moi, il y a plein de trucs, donc comme j'ai commencé, tu vois, à le réfléchir 2020 et tout, là, il y a plein de lois qui sont passées dernièrement. Et j'étais en mode, ah, mais vous lisez La France grise, en fait. Vous vous inspirez. C'est ça. Vous vous inspirez et tout, là, pour nous faire ces lois liberticides et tout. Ah, mais franchement, bien joué et tout. Ouais. Bon. Ouais, toute cette uniformisation, je sais pas si c'est français, mais autour de la tenue, faut pas qu'il y ait d'apparence physique, d'appartenance ethnique. Ouais. Je sais pas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. Et on nous dit oui, cette tenue n'est pas républicaine ou cette coupe de cheveux n'est pas républicaine. Mais vous voulez dire quoi par là, quoi? Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de dire aux citoyens, en fait, si tu t'habilles comme ça, franchement, ça a l'air ridicule, tu vois, quand on le dit comme ça là, en discussion. Mais en fait, nous, c'est notre quotidien aux personnes racisées en France. Faut pas que tu aies d'accent, faut pas que tu t'habilles comme ci, faut pas que tu te coiffes les cheveux comme ça. Faut pas que tu ramènes tel truc. Si toi tu ramènes ton Tupperware de bouffe asiatique parce que c'est ta maman qui te l'a fait à la cantine, tout le monde va trouver ça dégueulasse. Mais tout d'un coup, quand tout le monde a 25 ans et va au restaurant, tout d'un coup c'est hyper hype, tu vois, hein, de manger du kimchi, voilà, et d'autres trucs fermentés. En fait, et c'est juste. En fait, nous, on vit dans la dystopie, mais pour les personnes blanches, tu vois, eux, dans leur tête, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que eux, ils y sont pas, quoi. Eux, ils le vivent pas comme ça. Oui. Ouais, c'est très intéressant l'approche. Qu'est-ce que t'as eu des retours? Oui, par rapport au retour, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait ce retour de la diversité et tout des personnages, et que ça fait plaisir d'avoir des personnages aussi différents les uns des autres. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude d'avoir dans la littérature française des castes et puis que chacun y soit un peu important, tu vois.
dans la Ouais, construction c'est ça que du ce soit pas récit. juste un side character. Voilà, c'est pas des side characters. Et même si pour l'instant, il y a certains personnages qui ont qu'un seul chapitre, tu sens qu'ils participent vraiment à l'histoire. Et c'est ce que je te disais et tout pour Mallory. En fait, c'est qu'ils participent vraiment à l'histoire et ils ont des choses très dramatiques et tu t'attaches à eux facilement, même si en fait pour l'instant il n'y a qu'un seul chapitre. Ben, vu ce qu'ils vivent, tu arrives à te mettre un petit peu à leur place. Et du coup, donc ça c'est un des retours qu'on m'a fait. Après, ben voilà que c'était trop court. C'est vrai que ça se lit assez vite. Enfin, moi, je l'ai lu en plusieurs semaines parce que j'ai découpé un peu, mais. Et puis que bah, du coup, voilà, il y en a certains où on veut savoir plus et puis il n'y a pas beaucoup. Après, dans les critiques qu'on m'a fait et que du coup, je suis en train de prendre en compte, bah, du coup, voilà, c'est ça, le fait que certains personnages ne soient pas assez épais, même si on sent qu'il y a que j'ai réfléchi à plein de choses. Du coup, ben, ça te déconnecte parfois de eux. Et que, ouais, donc cette histoire d'épaisseur, de longueur. Moi, je pensais à l'anglicisme. Il y a pas mal d'anglicismes. Ouais. Mais alors ça, c'est un peu volontaire aussi. D'accord. Il y a une partie qui est volontaire. C'est, enfin, tu me diras ce à quoi tu penses pour les anglicismes précisément, mais si c'est les termes genre, je sais plus qu'est-ce que j'ai. Enfin, il y a plein de termes, tu vois, qui sont très parlés, des anglicismes en fait qu'on utilise beaucoup aujourd'hui et tout, et que moi j'utilise à l'écrit. Ça, c'est volontaire, parce que pour moi, c'est des choses en fait que je pense en termes de linguistique qui vont vraiment rentrer dans que la France le veuille ou non. Je pense que c'est des mots qui vont rentrer en fait et qui vont passer à l'écrit pour moi. Et du coup, c'est pour ça que je m'autorise, mais je t'écoute sur. En fait, j'ai pas les termes exacts en tête, honnêtement, mais j'ai remarqué ça tout au long, enfin pas tout au long, mais la première moitié, surtout peut-être les 7 premiers chapitres, j'ai remarqué qu'il y avait quelques personnages qui utilisaient l'anglicisme. Là, je ne saurais pas te citer les termes, mais. Ouais. Oui, mais notamment des termes liés aux jeux vidéo ou je sais qu'il y a ça. Il y a pas mal de termes liés aux jeux vidéo que j'utilise et qui sont des anglicismes. Et en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que moi je le voyais. C'est vraiment, ça fait partie ça fait vraiment partie du personnage. Et ça aussi, c'est quelque chose que je retravaille parce que il y a un peu aussi des fois, j'ai un peu le même style d'écriture pour mes personnages. Ils n'ont pas forcément tous une voix bien définie, et ça c'est quelque chose que j'essaye d'améliorer dans ma réécriture, c'est de vraiment donner un type de discours à un personnage. Donc c'est-à-dire que si Hannah elle se permet de faire des anglicismes, tu vois, et c'est assumé dans sa partie et dans ses chapitres à elle. Mais du coup, si on passe sur Kim, qui est quand même sociologue, et qui, même si peut-être qu'il y a des anglicismes qui sont passés dans le langage français, lui, il va avoir un langage un peu plus soutenu, parce que voilà, en tant que chercheur, en tant que... Et du coup, voilà, ça c'est quelque chose que j'essaye de faire en ce moment, que je fais en ce moment, sur la réécriture, c'est vraiment leur donner une voix très singulière. Et là où, par exemple, Mallory, elle a un langage très populaire, qui correspond du coup aussi à sa classe sociale. Du coup, il n'y aura pas d'anglicisme, mais il y aura beaucoup plus, par exemple, d'injures ou d'insultes ou d'argot, par exemple. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on m'a fait aussi des remarques. Et aussi, on m'a fait une remarque. Pardon. Il y a aussi de l'argot nord-africain comme Hess. Ouais, il y a de l'argot nord-africain. Il y a à un moment donné, à la fin, il y a un personnage qui parle en maoré. Ah oui, il y a une citation, oui. Ouais, il y a une citation en maoré. C'était important pour moi de mettre tous ces petits... En fait, c'est tout ce qui fait partie un peu de moi, comment dire, de ma culture en ce moment actuelle, et de pouvoir le mettre comme ça, en fait, dans le discours et tout des personnages. Ça, pour moi, ça donne de la saveur, ça donne de la particularité à qui ils sont. Surtout qu'à la fin, c'est très fort ce passage où il y a la petite citation et tout en maoré, parce que justement, en fait, à ce moment-là, c'est déjà interdit d'utiliser
Ouais, utiliser cette langue, tu vois. Pourtant, voilà, bon, à ce moment-là, Mayotte n'est plus français, mais Mayotte, Mayotte aujourd'hui, c'est français. Et du coup, oui, je te disais, la critique aussi qu'on m'a fait, c'est sur le prologue, qui était peut-être un peu trop détaché de l'histoire. Ça aussi, c'est une critique qu'on m'a fait. Je suis en train de réfléchir, j'ai pas encore trouvé la solution pour ça. Mais que peut-être que le prologue, il y faisait trop scolaire. Ouais, c'était vrai que c'était assez soutenu. Mais c'est ça, moi, c'est ça qui m'a permis de rentrer dans le récit. Quand j'ai vachement été interpellée, dans le sens, dans le bon sens, ouais. Ah, bon, du coup, tu vois, ça, j'ai eu des retours positifs et des retours négatifs sur le prologue. Après, peut-être qu'il y a une partie qui est très descriptive et que peut-être que je ferai en carte, tu vois, par exemple. Ça, c'est possible. Toute la partie, en fait, sur la géographie, avec les changements de topographie liés au changement climatique. Ça, c'est quelque chose aussi, je pense, qui nous fait aussi rentrer dans la dystopie, même si on a l'impression que c'est notre réel. Le fait qu'il y ait une partie de la France qui soit sous l'eau. Je pense qu'une fois qu'il y aura la carte avec le morceau en moins, on sentira qu'on est, on réalisera qu'on est dans quelques années. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de vivre de ta passion? Franchement, on va retourner dessus, hein, mais en fait, c'est l'idée de la France grise qui m'a donné et tout envie de me lancer là-dedans. Comme je te disais au début, en fait, moi, donc j'ai travaillé dans plein de pays différents. Et là, mon dernier contrat, pour des raisons personnelles, j'ai dû revenir en France et j'ai trouvé un taf en France. Donc, ça se passait très bien. Et puis, à la fin, ça se passait pas bien parce que j'ai demandé mon CDI à la fin de mon CDD. Et moi, j'étais sûre que j'allais l'avoir. Ah ouais? Donc, je travaillais pour un gros projet en Angleterre, donc en tant qu'architecte paysagiste, sur une ligne ferroviaire. Et du coup, j'étais chargée de projet, en fait. Enfin, je faisais les déplacements là-bas toutes les 2 semaines. Enfin, vraiment. Trop bien. Ouais, c'était trop bien. C'était vraiment est-ce que c'était ce que tu recherchais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et j'étais embauchée pour ça, en fait. J'étais embauchée pour ma qualité d'architecte paysagiste bilingue. Parce que comme c'est des gros investisseurs anglais, en fait, tu peux pas te permettre de pas leur parler. Oui, ils vont pas chercher à comprendre ton français, je crois. Voilà, c'est ça. Le franglais, tu vois, c'était pas trop dans leur truc. Et en fait, moi, mon CDD se finissait et 2 mois plus tard, il y avait un gros rendu, tu vois. Et donc, moi, j'ai travaillé sur des projets français aussi à côté, mais on va dire, c'était du 80% sur le projet anglais et 20% sur les projets français. Et donc, moi, dans ma tête, je me dis, il y a un rendu dans 2 mois et on est à la signature, la décision, tu vois, sur mon contrat. Ça s'est super bien passé. Le client anglais, il est trop content. Mes autres projets en France, ils se sont bien passés. Je m'entends bien avec l'équipe. Je m'entends bien avec les autres ingénieurs dans les autres domaines, tu vois. Donc, dans ma tête, je me suis dit, franchement, qu'est-ce qui peut se passer, tu vois. Et en fait, si que il peut se passer des choses, en fait. Ils m'ont dit, en fait, tu comprends, il va y avoir le Brexit et tout, machin. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec ton contrat? Tu sais, on t'a embauché tout principalement pour ce projet. Et du coup, voilà, avec le Brexit, c'est pas sûr, c'est incertain. Est-ce qu'on va pouvoir continuer de... Et il me dit, puis tu comprends, voilà, sur les projets français, on peut pas trop te vendre et tout. Sympa. Je t'envoie, mais... T'es française. Mais je suis française, je veux dire, je parle français. J'ai fait plusieurs projets cette année en France. Ça s'est super bien passé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah ouais, la désillusion, ouais. Et j'étais en mode, non, mais voilà, écoute, mais on peut te proposer un intérim pour 2 mois, comme ça, tu finis et tout, HS2, il va y avoir la présentation, nanana. En gros, tu cherches un autre taf, quoi. Et j'étais en mode, mais ça va pas.
Enfin, non, j'en veux pas de votre intérim, je vais faire quoi? Enfin, je veux dire, c'est pas dans mon projet de faire de l'intérim. Enfin, c'est soit vous décidez que je suis un élément important et tout, et on signe ce CDI. Soit, là, ça fait 1 an que je travaille avec un petit salaire au rabais et tout machin, que je vous fais des déplacements, genre une semaine sur 2, où je rentre à minuit et c'est mon conjoint qui doit venir me chercher à l'aéroport parce qu'il n'y a plus de transport et tout machin. Donc, c'est un mode de vie et tout, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes et tout qui accepteraient de vivre. Moi, je l'accepte parce que j'aime mon métier et tout machin. Mais je veux dire, il faut que financièrement, il y a un compromis, oui. Faut qu'il y ait un compromis là. J'ai beau me proposer de l'intérim, mais moi, c'est pas dans mon projet, l'intérim. Si je voulais faire de l'intérim, j'aurais fait autre chose. Et du coup, en fait, ils étaient choqués. Donc, ils ont été choqués que je leur dise non. Mais moi, je suis restée sur ma position. Et au final, derrière, j'ai appris que, bon, évidemment, le projet a continué, hein, parce que c'est un projet d'une telle envergure avec des milliards, de pounds. Ça s'arrête pas du jour au lendemain comme ça. Et puis, ils ont embauché 2 personnes pour me remplacer. Et... Ah, donc tu faisais le boulot de 2 personnes en plus? Ouais, voilà. D'accord. Donc, ça s'est fini comme ça, tu vois. Donc, comment te dire après? Pardon, si c'est pas indiscret, tu connais l'identité de ces 2 personnes? Je connais, enfin, je sais qui elles sont, quelles études elles ont fait. Je les connais pas personnellement, mais je sais que c'est 2 personnes blanches. Ok, c'est ça que je voulais savoir. Voilà, c'est ça que tu voulais savoir. C'est ça, ce sont 2 personnes blanches. Pourtant, c'est une entreprise, c'est ça qui est incroyable, hein, c'est une entreprise française qui est implantée dans plein de pays différents, dont certains pays africains, et ils ont des projets, du coup, sur tous les continents, tu vois. Et c'est quand même, donc déjà, ça veut dire qu'ils ont de la thune. Donc, ils avaient la thune de me payer correctement par rapport au travail que je faisais. Et en plus, je veux dire, des personnes noires, asiatiques, nord-africaines, enfin, je veux dire, ils ont tout un tas de personnes qui travaillent. Oui, il y en a plein. C'est juste qu'en fait, moi, j'étais en France, basée en France, tu comprends? J'étais pas là-bas. Ah, Du coup, là-bas, c'est OK parce qu'ils travaillent, entre guillemets, principalement pour les locaux, ou alors ils font du travail de, entre guillemets, sous-traitance pour les projets en Europe. Ça arrive que quand, par exemple, il y a besoin et tout de calcul, par exemple, sur tel ou tel projet, par exemple, là, le projet en Angleterre, on fasse appel à l'équipe de Tunisie pour faire quelques trucs en plus, tu vois, etc. Mais ces gens-là, ils sont payés avec des salaires locaux. Et ils sont loin, tu vois. Voilà. Et moi, j'étais là, je travaillais pour un projet en Angleterre, je voulais mon salaire, mon statut et mon CDI. Et en fait, c'était juste pas possible, en fait. Tu vois, dans leur conception. Pourtant, ils m'ont embauché pour ça, hein, mais au moment de signer, tu vois, c'était, je sais pas. Et ils t'ont pas dit, pardon, ils t'ont pas dit, oui, il faut que tu restes Ils pouvaient pas te reproposer un CDD? Non, parce qu'en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont proposé. En fait, le premier CDD. En fait, j'ai eu 2 CDD. J'ai eu un CDD de 5 mois. Donc, c'était vraiment juste, en gros, le CDD pour. Parce qu'il leur fallait quelqu'un, parce que quand tout le monde partait en vacances. Et pouvoir me tester, en fait. Franchement, je me suis retrouvée. C'est ça qui est très fort, hein, sur ce projet. C'est que je me suis retrouvée toute seule pendant l'été à faire le projet, à faire les rendus, faire les déplacements. Alors que, les gens n'étaient plus là, quoi. Enfin, les autres personnes dans mon équipe qui travaillaient dessus, ils étaient en congé. Ils m'ont vraiment testé. Ils ont vraiment testé genre quoi j'étais capable, en mode de genre hop là, on te balance dans le bain, on voit ce que tu peux faire. Et en fait, moi quand j'ai vu ça et tout, donc après à la fin des 5 mois, on a re-signé pour un contrat, mais du coup au lieu de signer, on a signé. Du coup, une fois que tu as fait 2 CDD, c'est fini, t'as plus le droit légalement t'as plus le droit et tout de refaire de CDD en fait derrière. T'as le droit que 2 CDD. Voilà. C'est pour éviter justement ce genre d'abus, quoi. Ok. Après, je pense que ça dépend des structures. Derrière. Parce que dans l'académique, tu peux renouveler beaucoup. Oui.
Alors ça, c'est l'académique. Ça, c'est vrai que la fonction publique, je sais parce que ma mère, elle y est. Ça, c'est particulier. Ça, Tu sais de quoi je parle? Oui, je sais de quoi tu parles. Je vois très bien de quoi tu parles. Les gens, pendant 6 ans, ils sont en CDD. Oui. Ouais. Non, mais ça, t'inquiète, je vois. Mais en fait, dans le privé, tu n'as pas le droit. Dans le privé, tu as le droit à deux CDD. Et ensuite, c'est soit CDI, soit autre chose, mais tu peux pas. Voilà. Ok. Donc, du coup, moi, je me retrouve là. J'ai mes 3 ans d'expérience. Je suis un petit peu sur le cul, tu vois, quand même. Enfin, désolée pour la vulgarité, mais en fait, j'étais en mode, mais c'est genre, déjà, ce qui vient de m'arriver, c'est surréaliste. Moi, je m'attendais pas, quoi. Je m'attendais pas à ça. Genre, c'est-à-dire que tu as coché toutes les cases qu'il fallait cocher. Tu leur as donné là, 1 an de travail au rabais et tout, machin. Et en fait, tu te dis, mais même là, en fait, ils sont capables de te balancer des trucs en mode. Le Brexit. Genre vraiment. Le Brexit. Alors qu'il y a des milliards de pounds en jeu. Enfin, ça n'aura aucun impact sur le projet. N'aura aucun impact. Et c'est juste. En fait, quand il a dit on peut pas trop te vendre sur les projets français, là, dans ma tête, là, ça fait ah mal. oui, c'est vrai. J'ai dit c'est vrai, en fait, Iman. Imani, t'es une femme racisée qui Ouais, ils te porte le voient pas foulard. comme. Et tu demandes à être chef de projet et avec un salaire et tout de chef de projet et un CDI. Enfin, ouais, c'est ça, il y a un CDI. Genre, mais qui es-tu, quoi? Comment oses-tu demander ça? Redescends sur terre. On n'est pas dans le monde des bisounours. Déjà, ça c'était ma claque. Et franchement, après 1 an à avoir pris 0 congé. Ah oui, d'accord. En fait, j'ai dit non, mais tu vas prendre, Imani, tu vas prendre 2-3 mois pour toi. Et tu vas faire reset dans ton cerveau. Tu vas réfléchir à une nouvelle stratégie parce que, en fait, travailler en France, c'est pas possible. Parce que si je m'amuse à faire ça, c'est pas possible. Enfin, moi, je peux pas continuer à vivre, à m'amuser à faire des CDD dans les 4 coins de la France. Bon, et j'ai quand même un partenaire. Oui, tu J'aimerais sais. bien à un moment donné s'installer Te poser, ouais. Voilà, se poser. J'ai déjà vadrouillé aux Pays-Bas et en Suisse pendant un moment, donc voilà quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut qu'on arrive à faire un plan, se poser et tout, etc. Moi, ça me va de faire des projets à l'étranger, mais j'ai besoin d'une base fixe en fait, pour me reposer et tout, etc. Oui. Et là, pendant 3 mois, c'était moi, ma console et mon iPad. Et il faut des moments comme ça dans la vie. Voilà. Et le lit, oh là là, le lit, casser le lit, dormir, incroyable, tout le sommeil que j'avais pas. Non, et surtout, et puis on est parti en Grèce pendant 10 jours, en mode de genre pas de téléphone, rien, tout ça, juste la nature. Et ça, c'était trop bien. Et en rentrant de ces vacances, parce que ça y est, j'avais enfin pris des vacances. Et ben c'est là où il y a eu l'incident au centre régional de Bourgogne-Franche-Comté, si je dis pas de bêtises, sur la maman accompagnatrice qui portait le foulard. Ah oui, ok. Et en fait, c'est là où j'ai dit, mais en fait, c'est pas possible, on vit dans une dystopie. Les dystopies, c'était mon genre préféré quand j'étais petite. Ça l'est toujours, c'est juste qu'en fait, j'en ai marre de voir les mêmes personnages blancs dans... Et c'est là où j'ai dit, bon, on va reprendre l'écriture, on va reprendre le dessin et en fait, architecte paysagiste, on verra pour plus tard parce que là, maintenant, c'est ça dont moi, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de dessiner, j'ai besoin de nous représenter. Et je sais que, voilà, de toute façon, mon partenaire, il devait finir son master et en France. On n'allait pas déménager là tout de suite à 6 mois de son master et de son stage d'études. Donc, je me suis dit, autant que je fasse quelque chose pour moi, pour me faire plaisir. Et c'est comme ça que j'ai amorcé la carrière d'autrice et d'illustratrice. Voilà, c'était très long. Tu as eu plusieurs électrochocs. Non, mais c'est bien d'avoir le background. Ouais, mais du coup, voilà, c'était ces deux électrochocs, à la fois professionnels et intimes.
médiatique, politique. C'est ça qui a conduit, c'est ça qui a conduit au fait que j'ai besoin de créer et j'ai besoin de raconter des histoires. Ok. Heureusement qu'il n'y a pas que la France grise et qu'il y a des projets plus cute quand même. Plus joyeux. Plus joyeux. Et comment tu arrives à gérer du coup tes réseaux sociaux, tes projets? Est-ce que tu te fixes des objectifs particuliers pour être active ou tu fais tes projets dans ton coin et après tu publies ce qui va être publié? Alors quand j'ai commencé, j'avais pas du tout la même stratégie que maintenant, parce que maintenant j'ai déjà quand même plusieurs projets qui sont sortis et qui ont eu quand même pas mal de succès du côté des lectrices. Donc, mais au début, mon objectif, c'était vraiment reprendre le dessin, parce que ça faisait 9 ans que je n'avais pas dessiné, apprendre le dessin digital, parce que avant, je dessinais beaucoup sur papier, que ce soit en aquarelle ou au crayon, ou voilà. Et je ne faisais pas du tout d'illustration digitale. Donc, au début, il y avait vraiment un objectif de « Ok, j'ai besoin de m'y remettre ». Les réseaux sociaux, ça va être un outil pour me donner une espèce de routine de « je crée ». Je poste, je crée, je poste, je crée, je poste, etc. Et ensuite, il y a eu... donc cette routine, elle a duré un petit peu de 2 ans, 2 ans et demi, je dirais. Et maintenant, je suis dans une routine très différente où je me force plus à montrer forcément ce que je crée. Par exemple, dans le portfolio et tout, tu as vu certains dessins que tu n'as pas vus sur Instagram ou quoi. Voilà. Et là, en ce moment, je suis vraiment dans un mode, ok, tu as ces projets, on va dire, j'ai 2-3 gros projets personnels qui sont La France grise, Hanout magique et l'aventurière au foulard rose. Et ces trois projets, en fait, là, en ce moment, j'ai besoin de travailler dessus sans distraction. Et donc, du coup, là, je vais rentrer dans une période où je vais très, très peu poster sur les réseaux parce que je vois que c'est génial. Enfin, c'est vrai que ça me ramène du travail. Hein. Les gens, moi, pour l'instant, tous les contrats que j'ai eus d'illustration, et notamment certains des contrats les mieux payés que j'ai eus, c'est parce que les personnes connaissent, oui, c'est parce que les gens connaissent mon travail sur Instagram, ils l'ont vu passer quelque part ou quoi, et on me demande, et voilà, et on me demande souvent des choses en lien sur la représentation de la diversité des personnages, etc. Enfin, les gens, ils font appel à moi spécifiquement pour ça. Voilà. Mais là voilà. Avant, j'étais dans un truc très... j'ai besoin d'être visible, j'ai besoin de produire pour avoir des contrats, pour que je puisse aussi en vivre, hein, pour avoir justement du temps pour travailler sur les projets perso. Et là, je suis vraiment dans une phase, ok, j'ai toute cette matière première d'idées, mais elle n'est pas encore suffisamment peut-être mise en forme pour que je puisse présenter à des maisons d'édition, etc. Donc, du coup, là, je vais prendre un temps pour moi, et notamment, je vais prendre un temps pour moi pour traduire, puisque il y a quand même... la France grise, je ne pense pas que je la reproposerai à une maison d'édition française, en toute honnêteté. D'accord. Je suis en train de voir, il y a peut-être quelque chose... il y a peut-être quelque chose qui va se faire, mais franchement, j'y crois pas. Parce que j'ai quand même envoyé la France grise après le concours. J'ai quand même envoyé le manuscrit à plein de maisons d'édition. Alors certes, c'est pas un manuscrit parfait. Je sais qu'il a plein de faiblesses et tout. Enfin voilà, on en a parlé, la longueur, par rapport à son genre aussi, parce que voilà, en France, on est très genre faut qu'il y ait un certain nombre de mots par rapport à telle catégorie que tu vises et tout, etc. Enfin, ou de caractères. Voilà, et il n'y a que les grands qui sont connus qui peuvent se permettre de faire des formats un petit peu, tu vois, on va dire plus différents, soit plus courts, soit plus longs. Et mais en fait, si tu veux, je ne sais pas si les maisons d'édition françaises, il y en a une là qui est
C'est vrai que j'essaye de penser, ouais, là, enfin, pendant que tu parles, j'ai aussi dit à qui tu pourrais l'envoyer. Mais Voilà. ouais. Donc, c'est pour ça que je le laisse un peu traîner sur Wattpad. Tu vois, je me dis, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va passer par là, qui va se dire, oh, mais c'est bien. Enfin, ça pourrait. Enfin, il y a du potentiel. Je ne veux pas dire que c'est bien. Ne soyons pas présomptueux. Pas forcément que c'est bien, mais voilà, il y a du potentiel. Essayons de contacter cette personne pour voir, tu vois, genre, mais de sentir qu'il y a quelque chose que la France grise raconte. Et donc voilà, donc je suis en train de traduire une fois que j'ai fini la réécriture, je vais traduire La France grise en anglais et je vais l'envoyer à des agents littéraires anglo-saxons. Ah oui, c'est un gros défi. Là. Ouais. Parce que même si j'ai eu accès, tu vois, à des personnes de chez Arte, de chez Canal, tout ça, qui sont quand même des gros diffuseurs français, ben il n'y en a pas un seul qui a été capable de, ouais, tu vois, de créer un lien. C'est terrible, ouais. Et donc du coup, je me dis, mais en fait, moi, je vais envoyer mon mail avec mon truc et ils en reçoivent je sais pas combien. Et ils vont lire la France grise et tout, machin chose, ok, politique, universalisme, et un cast quasiment que de personnes racisées. Bon, ben non, ça va intéresser personne, next. Tu vois. Ouais, t'as pas encore envie d'essuyer les refus, tu préfères élargir. Ouais, franchement, là, les refus, j'en ai eu pas mal. Donc, je préfère élargir. C'est ridicule en soi pour un titre qui s'appelle La France grise quand même. Oui, de le faire traduire. De le faire traduire et de peut-être. Mais en fait, c'est juste que pour moi, c'est une œuvre qui est importante et je pense qu'elle a besoin de sortir. Ouais, terriblement. Maintenant. Oui. Et c'est maintenant qu'on en a besoin parce que, comme tu disais, nous, c'est notre quotidien à nous maintenant. Et moi, j'ai besoin que ça sorte. Alors peut-être que j'aurai, je sais pas, une opportunité qui par miracle va arriver là dans l'année. Mais pour moi, 2023, La France grise, c'est traduit. Ah oui, d'accord. 2023, La France grise, il est traduit et il est envoyé à des agents littéraires anglo-saxons. Et la série en fait que j'ai écrite pendant la résidence, en fait, ça je peux te le dire et tout en avant-première. Je vais la transformer en one-shot de BD que je vais faire moi et que je publierai en auto-édition. que je publierai déjà digitalement en auto-édition. Et elle sera donc du coup en français, elle sera accessible en français et en anglais. Et voilà, c'est ma stratégie en tout cas pour ce morceau-là. Après, sinon voilà, l'autre projet, je suis désolée, j'ai vraiment digressé là. Ouais, je parlais un peu. C'est vrai, la question de départ. Non, mais la question de départ, Je suis vraiment désolée. la stratégie sur les réseaux sociaux. Ouais, la gestion de tes projets. La gestion. Et Voilà, puis, la gestion des projets. tes réseaux sociaux, oui. Ouais. Bon, voilà. Franchement, j'ai répondu au début, mais après, je suis partie beaucoup trop loin. Tu peux parler de ton autre projet futur, il n'y a pas de souci. Ouais. Du coup, ensuite, l'autre projet, c'est Hanout Magique. Et donc, je ne sais pas si peut-être que tu as vu là dans les dernières stories, mais il a été sélectionné pour être. Pour la bourse. Enfin, c'est pas encore dit que ce soit lauréat, mais en tout cas, il a été sélectionné, et c'est une bourse française, donc de BD, pour mettre en avant les jeunes BDistes francophones. Enfin, français d'ailleurs, en plus, c'est que pour la France métropolitaine, cette bourse. Donc, du coup, je me dis peut-être il y a une chance que ça, tu vois, on arrive à le garder en France, puisque déjà, ça a été sélectionné pour quelque chose, même si c'est pas lauréat, mais... Oui, au moins, c'est reconnu. Ouais. C'est reconnu. Après, forcément, c'est pop. Enfin, c'est un projet de fantasy pop. Donc, mais ça, par exemple, tu vois, ce projet, je l'ai pas du tout publié sur les réseaux sociaux. En tout cas, pas frontalement.
Là, j'avais une stratégie complètement différente de ce que j'ai eu avec la France grise, où j'ai juste publié quelques paysages de recherche que j'ai faits, et c'est tout. Et j'ai publié quelques stories, et j'ai pas du tout présenté un petit peu quand j'ai parlé de Maryam et Maryam and the Amber City Guardian. Du coup, ça qui fait partie de cet univers, mais qui est beaucoup plus loin. Et donc, du coup, là, j'ai pas du tout une approche frontale sur ce projet. Et voilà, j'essaye de diversifier mes stratégies en fonction des projets. Et pareil, sur l'aventurière au foulard rose, il y avait cette première série de dessins que j'ai fait. Et ce texte qui fait partie du texte qui a une histoire qui est racontée dans la France grise, en fait, et que je transforme en livre jeunesse, mais dans notre réalité à nous. D'accord. Tu as vu un petit peu des concept art dans le portfolio. Oui. C'est le petit personnage noir avec le foulard rose et les petits personnages avec plein de couleurs et tout, etc. Et ça, c'est un projet aussi pareil que j'ai pas du tout médiatisé, que j'ai pas du tout mis en avant sur les réseaux sociaux. Et j'attends vraiment que ça concrétise, parce que j'ai l'impression qu'en fait, Instagram, plus tu lui en donnes aussi, et plus il en veut. Et en fait, il n'y a jamais... En fait, tant que c'est pas concret, tu vois, il y a une espèce d'insatisfaction aussi du public, ce que je peux comprendre tout à fait, tu vois. Mais moi, ça donne l'impression que je donne tout et que j'ai pas j'ai vu une story forcément... passer que tu avais écrite. Ouais. Tu disais que tu allais ralentir un peu. Ouais. Donc, c'est génial. Mais en fait, c'est pas mon métier. Et c'est pas ça que le métier que je veux faire, tu vois. Instagram, c'est mon outil, au même titre que ma tablette, que ce que je poste sur Webtoon, ou tu vois, c'est des outils. C'est pas un but en soi. Oui, de toute façon, enfin, je vois pas comment, en tout cas, ton activité pourrait être, comment dire, rémunérée en dessin. Enfin, par qui tu serais payé, quoi, pour chaque Oui, poste. bah oui. C'est pas. Enfin, je suis pas illustratrice, donc ça se trouve, il y a peut-être des stratégies de com pour être payé sur Instagram. Mais en tout cas. Non, pas pour l'instant. Tu peux passer ton profil. Là. Il y a certains influenceurs qui l'ont fait en mode payant. Et en gros, en fonction de ça. Ouais. C'est un nouveau truc. C'est en gros, un peu comme si tu étais sur Patreon, tu vois. Je sais pas si tu vois Patreon, la structure. Oui, je connais. Et bah, du coup, tu menus entre guillemets. Voilà, c'est ça. Et là, tu pourrais dire, bon, en fait, Instagram, tu conserveras une espèce de menu gratuit avec que certaines images. Et puis, en fait, les gens, il faut qu'ils cliquent sur payant et qu'ils payent pour avoir les autres illustrations, en gros, que je mets dans la catégorie payante. Donc, il y a des influenceurs qui font ça déjà pour leur photographie, enfin, pour leur post. D'accord. Je savais pas que ça se faisait en France. Tu parles de la France ou des pays anglophones? Je sais pas si c'est déjà mis dans la dernière mise à jour de l'Instagram français. Mais je sais que moi, j'ai déjà vu des profils où c'était inscrit. D'accord. Donc, ouais. Donc voilà. Mais moi, en fait, ça m'intéresse pas. Moi, mon Instagram, il est là pour que je puisse discuter avec mon public, pour avoir leur ressenti, et puis pour partager mes projets au fur et à mesure, et mes aventures de qu'est-ce que c'est qu'être une illustratrice et une autrice française racisée, tu vois. Et j'ai envie que ça reste léger et que je puisse parler de trucs sérieux aussi, mais ça doit pas devenir. Je veux pas que ça prenne. Si tu veux, je veux que s'ils grandissent mon Instagram, c'est parce que mes projets ils ont plu et que les gens ils ont des vrais trucs dans leurs mains, ou même si c'est digital, tu vois. Mais qu'il y a vraiment quelque chose, quoi, qui est construit, et je sais pas juste des dessins pour faire des dessins. Et oui, c'est ça. Je veux que les gens ils aient mes histoires, et que ce soit ça qui fasse que on a envie de me suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, Et pas parce que je poste à chaque fois, voilà. Et pas parce que j'ai posté telle illustration engagée, tu vois. Ça marche super bien. Ça, je sais que si je faisais que des illustrations engagées dans mon style, je sais que ça me permettrait de faire grandir, entre guillemets, ma plateforme.
Mais moi, quand je fais ces illustrations-là, je les fais pas parce que je veux que ça grandisse. Je les fais parce qu'il y a quelque chose qui m'a touchée. J'ai eu envie de le représenter. J'ai vu que c'était pas représenté. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est que je me rends compte, qu'il y a un sujet qui est pas représenté, qui est pas abordé par les illustratrices là où d'habitude ça l'est. Exactement ce qui s'est passé typiquement pour les Césars 2020. Et bah moi, j'ai envie de le faire parce qu'il y a personne qui le fait, donc je vais le faire. Et puis ça me fait grandir, ça fait de l'engagement. Mais je suis pas illustratrice journaliste, je suis autrice et illustratrice. Et mon objectif, c'est de vous faire découvrir la fiction, de la fiction, et voilà. Ouais, c'est important de ne pas se perdre. Mais de toute façon, quand j'en parle un petit peu avec d'autres créatrices de contenu, Instagram, l'algorithme de toute façon ne nous met pas en valeur. Et du coup, il faut trouver d'autres canaux de diffusion pour partager son travail. Ouais, mais je t'avoue que j'ai pas encore réfléchi. Enfin, comment dire, en termes d'autres canaux de diffusion, à part ce que je te disais, c'est-à-dire par exemple, de publier ce fameux one-shot de la France grise et tout, qui est lié à ma série. Et ça, voilà, c'est-à-dire de publier des choses, ou alors quand je publie sur Webtoon pour un concours, que ce soit un concours français ou un concours anglais, ça pour moi c'est de l'élargissement de mes canaux de diffusion. Mais tu vois, par exemple, moi je me vois pas me rajouter Twitter ou me rajouter TikTok. Parce qu'en fait tout ça s'accumule. Et là, ça fait trop. Et en fait ça fait trop, et je passe ma journée à me dire qu'est-ce qu'il faut que je crée comme contenu pour être un petit peu visible là, un petit peu visible là, un petit peu visible là. Et en fait, tu t'éparpilles et tu te perds. J'ai réfléchi à un moment donné parce qu'il y a beaucoup d'illustratrices qui créent des Patreons, des Ko-fi, tu vois, des choses comme ça pour rémunérer. Mais pour l'instant, tu vois, et ça veut dire qu'en fait, après, tu travailles, entre guillemets, pour ça. C'est-à-dire que ça devient un morceau de ton métier, c'est ça. Mais ça marche bien, en fait, pour les gens, en tout cas de ce que j'ai l'impression. Hein. Ça marche bien pour les gens qui ont déjà un gros following, qui sont là depuis des années et des années. Moi, je suis là, ça fait 3 ans. Je pense, tu vois, c'est pas... c'est pas viable économiquement. Si je décide de faire un Patreon alors que je suis là depuis 2 ans, je vais pas avoir de... Voilà, tu vois. Donc, parce que j'y ai pensé, je m'étais dit, bon, bah voilà, pour le Webtoon, je pourrais le faire, et puis comme ça, je pourrais mettre les chapitres en avance sur le Patreon, et parce que du coup, il y a eu un petit succès quand même, ça faisait pour le Webtoon, pour le concours français. C'est l'un des webtoons qui a eu le plus de succès en termes d'interaction, la France grise. D'accord. Et il y a des gens encore aujourd'hui qui écrivent en commentaire je suis dégoûtée de découvrir que ça là maintenant, quand est-ce qu'il y a d'autres chapitres? Et moi je suis en mode non, en fait je peux pas vous travailler gratuitement, et quand j'ai ouvert le Patreon, j'ai vu que ça n'a pas marché. Donc, t'en as ouvert un? Ouais, pour le Webtoon, j'en ai ouvert. En fait, tu peux associer un compte Patreon à ton Webtoon, que ce soit sur Canva ou pas. Ah, je savais pas. Que ce soit en original. Ouais. D'accord. Et du coup, mais c'est pareil en fait. Les gens, ils sont intéressés que quand ça a déjà une certaine notoriété. Et que du coup, tu as accès à des choses un peu extraordinaires. Et en gros, ça vaut de l'argent que quand en fait c'est déjà connu. Alors que ça devrait pas fonctionner comme ça, mais c'est comme ça dans les faits. D'accord. On va arriver à la fin de l'interview. Ouais, ça fait 1h20 là. Je parle trop. Tu aurais dû me couper. Non, mais c'est parfait. C'est ce que je voulais, un créneau assez long pour que les personnes puissent s'exprimer sur leur projet. Puisque je suppose qu'on te propose pas souvent ce genre d'interview, non? Si? J'en ai déjà fait. Après, j'en ai plus eu, genre, quand il y a eu la sortie de Musulmane du Monde. Ah oui, oui. Là, ça s'est calmé et tout, là, dernièrement.
Mais oui, franchement, j'ai pas dû en faire. J'en ai moins de 10 au compteur, c'est Ok. sûr. Ouais, Voilà. puis même pour les autres créatrices de contenu, je sais pas, je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen, un bon média pour Ouais. promulguer la représentation. Franchement, c'est une super idée. Vraiment bravo. Merci. Alors, dernière question. Est-ce que tu as une ou un invité qui correspond un peu à la ligne édito du podcast que tu verrais ici? Ouais. Alors ça, tu vois, j'ai réfléchi et tout à l'avance parce que je me suis dit, Ah, elle va me poser la question et après, je vais avoir l'air bête. Du coup, moi, j'aimerais proposer une amie à moi qui s'appelle, dont le blaze, c'est Azmia, et qui a été lauréate du concours Rajo et d'Iveka Asso. ah oui, quelle année? Là, de l'année dernière, tu sais, sur nos identités. Ah, mais oui, oui, bah, je suis bête. Oui, bah, en plus, je l'ai lu. Tu l'as lu? Oui, Bon, alors, oui, tu as oui, dû lire ça. Tu ok. as dû lire et tout sa nouvelle. Je sais pas si, je crois que, je sais pas si elle le signe avec Awa ou alors si elle le signe avec son nom de chanteuse qui est Azmia. Ouais, je crois que c'est Je, Awa. C'est c'est peut-être pour Awa, ça que j'ai voilà. pas Alors reconnu. Oui, c'est pour ça. Elle l'a signé avec son vrai nom, avec Awa. Et moi, je pense que ça serait intéressant. Donc, en fait, si tu veux, on s'est rencontrés toutes les deux dans la fameuse résidence d'écriture de d'accord. scénario. Ok. Et on est devenues amies suite à ça. Et elle fait plein de trucs et tout. Elle est chanteuse et elle réalise et elle écrit ses clips. Et notamment, on s'est rencontrés enfin voilà, elle travaillait sur ce projet-là, sur un gros projet audiovisuel par rapport avec du chant, de l'écriture et du visuel. Et, et voilà, et elle écrit, elle chante, elle monte. Enfin, c'est vraiment une femme extraordinaire, tu vois, et elle écrit des histoires. D'accord. Et voilà, je pense que ça serait une bonne invitée. Là, elle a lancé un podcast il n'y a pas longtemps. Ah oui? D'ailleurs, Ok. ça fait partie des podcasts dans lesquels que j'ai tourné il n'y a pas longtemps. Ok. Et voilà, et je trouve que elle a vraiment une voix unique. Et, voilà, et j'aime beaucoup son travail, donc je pense qu'elle pourrait correspondre parfaitement. D'accord, bah merci pour ta reco. Je vais essayer de la contacter quand je ferai la deuxième session Trop bien. d'enregistrement. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver sur tes réseaux, s'il te plaît? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec donc le pseudo lk.imani, I-M-A-N-Y. Et vous pouvez retrouver le premier jet de la France grise sur Wattpad. Vous pouvez trouver quelques épisodes de la suite de l'histoire sur Webtoon, toujours sous le titre La France grise. Et si ça vous intéresse de découvrir un petit peu plus sur l'univers de Hanout Magique, qui est ce projet d'afro-fantasy, d'African fantasy sur lequel je travaille, je vous invite à mettre votre webtoon en anglais et à lire Meriem and the Amber City Guardian. De toute façon, il y a tous les liens dans mon Linktree sur Instagram. Donc, allez sur Instagram, ça sera beaucoup plus facile de tout trouver. D'accord. Bah, je te remercie pour ton temps, pour tes petites confidences. Et bah, merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté ce podcast. Et puis à très bientôt, j'espère. Merci de m'avoir donné une voix. Et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.